commencer par le budget. Aujourd'hui, c'est le vote à l'Assemblée du PLFSS. Hier, on a voté au Sénat le projet de loi de finances avec, aux surprises, François, évidemment, je me tourne vers vous, le pape des finances publiques, un déficit qui se creuse au Sénat. On croyait que la Chambre haute était un peu l'adulte dans la pièce durant cet examen budgétaire et on se rend compte que finalement, on creuse le déficit encore un peu plus. Alors d'abord, il faut faire attention aux estimations de déficit qui sont publiées en ce moment, parce que je sais bien qu'il y a des agents du ministère des Finances qui suivent en permanence les péripéties budgétaires à l'Assemblée, mais entre les amendements, les sous-amendements, les sous-amendements, etc., forcément, les calculs qui sont faits sont assez approximatifs. J'aimerais pas être à leur place d'ailleurs. Oui. Mais bon, après, il semble bien en effet que le projet de loi de finances tel qu'il sort du Sénat, et si on l'ajoute à au projet de loi de financement de la sécurité sociale tel qu'il a été voté par l'Assemblée, ça conduise en effet à une baisse du déficit public en point de PIB très faible par rapport à cette année. On rappelle, 5,4 cette année, et là... 5,4, et donc on sera peut-être un peu moins, mais pas beaucoup. Donc, et en effet, c'est quand même quelque part quand même assez inquiétant de la part du Sénat, parce qu'on aurait pu penser que le Sénat est quand même majoritairement à droite ou au centre, composé de sénateurs qui, en général, n'arrêtent pas de dire qu'il faut réduire les déficits publics, faire des économies sur les dépenses. Manifestement, ces économies, ils ne les ont pas trouvées. Certaines économies, d'ailleurs, ils les ont réduites. Je pense en particulier à ce qui était envisagé sur les collectivités locales. Donc le Sénat joue son rôle traditionnel. Ce qui est un peu ce qui se passe chaque année, François, me semble-t-il. Les collectivités locales. Mais c'est assez affligeant. Voilà. Et donc, en fait, mais finalement, parce que je vais être assez dur pour les partis de droite, comme les Républicains, qui sont... mais ils ne sont pas prêts à réduire le déficit public. Je dirais, pour caricaturer un peu, on a l'impression, en les écoutant, qu'il suffit de supprimer 200 agences et le tour est joué et on a réduit et on a repris le contrôle de la dette. C'est pas du tout ça. Alors, ils pourront dire, oui, l'essentiel des efforts, il doit être fait sur la sécurité sociale, et ça, c'est l'Assemblée, voilà, c'est pas nous qui avons voté, c'est l'Assemblée et le Sénat. Mais il n'y a pas que la sécurité sociale. Sur les collectivités locales, il y a des économies très importante à faire. Alors on rappelle que le Sénat l'intègre. L'ambition, c'était combien sur les collectivités locales à l'origine ? C'était pas grand-chose, c'était de l'ordre de 3, 4, 5 milliards. 5 milliards, ouais. Bon, et qu'on divise par deux, en général, on termine toujours autour de 2 milliards. Quoi. C'est pas grand-chose. Oui, mais est-ce que c'est le problème ? Il faut avoir en tête que l'effort qui est au total nécessaire pour simplement stabiliser la dette publique en pourcentage du produit intérieur brut, pas en euros, en pourcentage du PIB, c'est de l'ordre de 120 milliards d'euros. Alors c'est peut-être 100, 110, 120, 150, suivant les hypothèses qu'on fait sur la croissance, les taux d'intérêt. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Et sur ces 120 milliards d'euros, cette année, en 2025, on en fait à peu près 25, et uniquement par des hausses de prélèvements obligatoires. Donc il y a énormément le chemin qui reste encore à faire est himalayen, comme dirait Aurélie Béraud. Oui. C'est himalayen, et il va falloir un jour commencer quand même à faire des économies, parce que pour le moment, on ne fait que des hausses d'impôts. Bon, et même au Sénat, Ludovic, effectivement, où on pensait que c'était quand même un peu plus sérieux qu'à l'Assemblée nationale, on voit que la copine n'est pas là. Non, mais ça c'est pas. Je suis peut-être allé trop vite, effectivement, dans mon jugement. En fait, la France vit un moment grec, c'est là où les Athéniens s'atteignirent. On y est, voilà, ça y est. Non, mais on y est réellement. Et c'est un peu la tristesse du spectacle qu'on observe depuis des semaines, finalement. C'est-à-dire que chacun est dans sa partie, le Sénat qui protège les collectivités. Il n'y a pas de notion aujourd'hui de grand équilibre sur un budget de toute façon qui a jamais porté l'effort sur la réduction des déficits publics, quels qu'ils soient. Et donc maintenant l'équation est de plus en plus compliquée. Alors moi je trouve la réaction de Roland Lescure un peu facile, parce que franchement la pente on la voyait arriver. Honnêtement, c'est-à-dire on se demandait comment on allait rester sous la barre des 5%, parce que le jeu avait été déjà un tout petit peu par Sébastien Lecornu avait été ouvert en disant sous 5% ça va. Il avait déjà assoupli l'objectif. Ok, maintenant on est passé de l'autre côté de 5%. Chouette, bienvenue dans le nouveau club.
Donc, j'allais dire, tout est là pour que ce budget, qui n'en est pas un, c'est-à-dire qui est juste un objet de compromis, un objet politique, mais en aucun cas ne devrait porter le mot de budget, parce qu'un budget, normalement, c'est sérieux, honnêtement. Là, on est sur un objet politique, on n'est pas sur un objet budgétaire. Voilà, on y est, c'est la fin de l'équation. Alors, est-ce que la CMP va être conclusive? Est-ce qu'on va passer en loi spéciale? Est-ce qu'on va passer en 49.3? J'allais dire, peu importe, c'est un mauvais budget. Bon, Roland Gillet, vous qui avez l'expérience, vous conseillez différents gouvernements, y compris sur les matières de finances publiques. Est-ce que vous êtes surpris de l'évolution du débat en France ? Oui, parce qu'il y a un problème politique, évidemment, mais il y a surtout une évolution dans le temps. Et avant ce problème politique, la pente était déjà là. Ce n'est pas la première fois qu'on souligne les problèmes de la France en termes de sécurité sociale, en termes de réforme des retraites. Beaucoup de gens s'y sont attaqués, même Emmanuel Macron. On voit aujourd'hui ce qu'il en reste ou ce qu'il en restera, on n'en sait encore rien. Et donc, je ne vais pas vous dire que dans mon petit pays, en Belgique, on n'a pas ces problèmes, plutôt au sud qu'au nord à certains moments, mais néanmoins, et que j'ai vu aussi dans d'autres pays les mêmes problèmes surgir par le populisme ou en tous les cas une difficulté de faire passer à l'opinion, et plus encore après la crise Covid, des efforts. Parce que généralement, vous doutez que ce qui revient dans la population et aussi au niveau des partis politiques et des présidents de partis, c'est de dire comment est-ce qu'on peut dire à la population qui a vu quand même que dans une crise très grave, on a mis beaucoup d'argent public à la fois dans les banques, à la fois dans l'économie. Avant, c'était la crise bancaire et puis après, avec la crise du Covid. Et que pour des petits montants que nous, on souhaiterait avoir, que ce soit pour les soins de santé, pour une qualité de vie, on trouve des difficultés. Et de toute façon, chaque fois qu'on a fait ces efforts, on n'a pas nécessairement, nous, une impression que ça donnait des résultats. Mais surtout, quand on nous aide, on nous a dit plusieurs fois qu'on devait faire attention à la dette, au coût de la dette, et ainsi de suite. Enfin, l'État censure toujours. Donc, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à repousser le sol? Et on a un acteur qui est venu le repousser parce qu'il était bien nécessaire à certains moments, qui s'appelle la Banque Centrale Européenne, mais les banques centrales dans le monde, qui, eux, repoussent le sol, effectivement, parce qu'à un moment donné, au lieu de devoir trouver un financement qui est plus disciplinant sur les marchés financiers, où on sollicite effectivement des gens pour souscrire à la dette, à un moment donné, quand on trouve le moment difficile, quand on passe de la solvabilité à la soutenabilité de la dette, ce qui est d'ailleurs inquiétant pour moi qui fais de la finance, soutenabilité, vous voyez un peu une entreprise qui vient dire « je suis juste soutenable », je pense qu'elle ne va pas trouver beaucoup de créanciers, mais aussi on a un acteur de dernier plan qui lui a accumulé pas mal de dettes publiques, même s'il rétropédale un petit peu aujourd'hui. Mais regardez dans le monde entier, ce qu'on attend tous, y compris aux États-Unis, c'est qu'est-ce que va faire la Banque centrale par rapport à ces taux d'intérêt qui, au passage, pour le moment, grêlent toute une série de gens qui ne s'en rendent pas compte. Quand on enlève l'inflation de la rémunération, sans même parler des impôts, sur de la dette publique en Europe, aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien. Celui qui la détient, en termes de pouvoir d'achat, il ne la croit pas beaucoup. Vous êtes en train de nous dire que ce laxisme budgétaire durant l'examen au Parlement est dû à la ceinture de sécurité de la Banque Centrale Européenne? En tous les cas, ce qui est clair, c'est que dans l'opinion publique, ça devient difficile de dire qu'on ne peut pas encore en faire plus, puisqu'on n'a jamais eu un grave accident en faisant parfois beaucoup, beaucoup plus dans des périodes exceptionnelles. Et deuxième chose, des gens qui sont habitués à recevoir des aides, et c'est vrai dans différents pays, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus stigmatiser que la France. Peut-être la France, je peux le dire, si vous ne m'en voulez pas, qui est un peu plus gauloise et donc un peu plus toujours dans la rue que les autres à certains moments, même si... On ne vous en veut pas, non, cher Roland. Voilà, parce que je l'observe depuis on le voit bien. temps. Et donc on voit qu'effectivement, ce côté beaucoup plus batailleur, et qui pousse à ne pas faire les réformes, il existe bien avant Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on voit où on arrive, c'est-à-dire dans, malheureusement, pas d'issue. Et on met ça sur le côté politique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème politique en France. Mais je pense surtout que, François l'a souvent rappelé quand on était ensemble, c'est même dans les moments où on aurait pu faire quelque chose, on est encore difficile à faire les choses de façon structurelle. François, quels sont les principaux moteurs de la dérive budgétaire en France, les principaux moteurs du déficit? Et surtout, il faut qu'on apporte des solutions dans cette émission. Qu'est-ce qu'on doit traiter en priorité? La dette publique, c'est l'accumulation des déficits publics. Et le déficit public, quand on regarde son évolution depuis les débuts de la Ve République, on voit d'abord que c'était un excédent dans les années 60, puis ça s'est transformé en un déficit avec le premier choc pétrolier. Et après, on voit que c'est un déficit qui s'accroît à chaque fois qu'il y a une récession, une crise, un ralentissement d'activité. C'est normal. Ça. Oui, ce qui n'est ça pas arrive normal, à tout le monde. c'est qu'après, il revient très difficilement au niveau antérieur, puis à peine est-il revenu
au niveau antérieur, que nouvelle crise, nouvelle récession, il part plus haut. Donc on est sur une tendance croissante. Donc la dette, elle a la même évolution, c'est-à-dire qu'elle monte d'une marche d'escalier à chaque fois qu'il y a une récession, une crise. Après, tout ça en pourcentage du PIB, hein, bien sûr. Après, on arrive tout juste à la stabiliser, et à peine l'a-t-on stabilisée qu'elle remonte d'une marche d'escalier à la crise suivante. Bon, et derrière ça, le déficit, c'est un écart entre des dépenses et des recettes. Derrière, il y a des dépenses qui augmentent plus vite que l'activité économique, et notamment 2 types de dépenses, les retraites et la santé. Alors, ça augmentait beaucoup plus vite que le PIB jusqu'au milieu des années 80. Après, il y a une inflexion quand même. Les dépenses augmentent un petit peu plus vite que le PIB, pas beaucoup plus, mais quand même un peu plus. Et les recettes de l'autre côté, les recettes, si on ne prend aucune mesure de changement de la législation, en moyenne, sur plusieurs années, elles augmentent comme le PIB, à peu près. Voilà. Donc, si on a des dépenses qui augmentent plus vite et des recettes qui augmentent comme le PIB, le déficit, il se creuse. Donc, régulièrement, on augmente les impôts. Puis, quelques années après, on se dit, il y a trop d'impôts pour des tas de raisons bonnes ou mauvaises. Donc, on les baisse, puis on les remonte. Donc, le taux des prélèvements obligatoires, il joue un peu au yo-yo. Oui. Là, on vient de terminer une phase de baisse d'impôts. Nous sommes entrés dans une phase de hausse. Voilà, on joue à ça. Mais au total, finalement, on ne rattrape jamais les dépenses quand même. Voilà. Donc, on a bien sur le long terme un problème de dépenses. Oui. À court terme, on a un problème de recettes aussi. Moi, je dis, il va falloir faire l'essentiel de l'effort. Il va falloir le faire par des économies sur les dépenses, parce que le problème de base, c'est les dépenses. Mais il va falloir aussi se résigner à augmenter les impôts. Ça a commencé. Vous croyez qu'on était le pays le plus taxé au monde. Ça veut dire qu'on est à un niveau très élevé de prélèvement, non ? J'ajoute, quand je dis ça, il ne faut pas augmenter les prélèvements sur les entreprises. Parce qu'en effet, les entreprises ont des problèmes de compétitivité et on a un déficit récurrent. On va parler de nos échanges de biens et services. Oui. Donc, on peut arriver à trouver quelques économies, sans doute, sur les crédits d'impôt recherche, les allègements de charges, mais voilà, ça doit rester limité. En revanche, sur les ménages, en fonction de leur capacité contributive, là, je pense qu'il va falloir augmenter les impôts sur les ménages. Taxer les riches, une petite musique qu'on a beaucoup entendue.